au moment de la guerre. D'accord. On s'est rendu compte que c'était l'explosion, qu'il nous tombait des trucs ahurissants, que le bruit des sirènes qui alertaient qu'il fallait se mettre aux abris. Mais il a fallu vraiment être dans le coup pour se rendre compte de l'horreur que ça allait provoquer. J'étais à l'école primaire à Corval-Château et c'est là que l'institutrice nous a annoncé qu'il allait avoir la guerre et que je ne sais même pas si elle ne nous a pas renvoyés à la maison. Parce que j'étais rentré chez moi, je me souviens, quand il y a eu l'histoire des premières bombes qui sont tombées le vendredi 10 mai, donc, le jour de la déclaration de la guerre. Il n'y a eu que des dégâts matériels un peu dans les champs, mais à son bref, nous avons déjà eu un mort. Hein. C'était le dimanche de la Pentecôte. Oui. Et il y a eu les sirènes, mais il y avait déjà de nombreux réfugiés de Liège qui arrivaient. Liège était déjà en partie envahi par les Allemands et tous les gens de Liège arrivaient par ici, fouillaient les troupes allemandes qui entraient dans la Belgique. Et alors nous étions 32 dans la cave quand les sirènes ont hurlé, donc on est descendu dans la cave. Ça a été effroyable, la maison à côté de nous est tombée. Chez nous, il n'y avait plus de toit, il n'y avait plus de châssis, il n'y avait plus de carreaux, il n'y avait plus rien. Il y avait 2 bombes sur la longueur de la maison, il y avait 2 bombes en face. Un petit trou de bombe et puis un énorme trou de torpille sur la longueur de la maison, il y en avait 2 de l'autre côté de la chaussée. D'ici au carrefour du Doc, ils n'avons pas eu de tués. Mais depuis le carrefour du Doc jusqu'à Ligny, là, il y a eu 32 morts. Là. Le vendredi, déjà, un gros avertissement. Et puis le dimanche, là, ça a été catastrophique. Là, on n'a plus pu rester à la maison. Il a fallu libérer toutes les bêtes qui étaient dans les étables, dans les porcheries. Il a fallu lâcher tout, laisser courir partout et quitter. Et nous nous sommes réfugiés un peu à l'arrière, à 2-3 rues d'ici, à 2-3 rues parallèles, dans la rue du Mreil. Là, mon papa avait son cousin Germain, un peu en retrait, on s'est réfugiés là-bas. On est resté là jusqu'au mercredi. Et le mercredi, les troupes françaises ont envahi la maison et ils nous ont dit, vous ne pouvez plus rester, il va y avoir une ligne de défense ici, tout va être explosé, vous ne pouvez plus rester, il faut partir. Il faut reculer vers l'arrière. Donc, vers l'arrière, vers la France. Tout le monde fouillait vers la France. Donc, nous avons pris les chevaux, ça n'était plus disponible. On a pris ce vélo, on est parti en vélo. On est arrivé après quelques esclandres. Bon, le plus dur que je me souviens, c'était Nivelles, le champ d'aviation. Il y avait un champ d'aviation Nivelles. Et tous les chevaux qui étaient étalés, éventrés là sur le champ d'aviation avec des chariots, mais surtout les chevaux éventrés, ça. On est parti en vélo, on a pris à un moment donné le train. Je ne me souviens plus très bien, je pense que c'était un train qui allait de Mons à Tournai, mais avec des arrêts pour des alertes de train, puis redémarrage, et on était dans un fourgon où on avait mis les vélos, et des gens debout. Et puis, on est sorti du train, on a repris le vélo et puis on est reparti par étapes. Et on est arrivé finalement dans le Pas-de-Calais. Là, on est resté quelques jours dans une ferme. On a occupé la ferme. C'était un monsieur qui ne connaissait rien du tout à la ferme. C'était quand on entrait quelque part où il y avait des magasins, les gens fonçaient dans les magasins. Ils prenaient de tout, même du non alimentaire. Parce que là, il y a eu aussi des choses bizarres. Hein. Et puis on est arrivé dans cette ferme, on est resté quelques jours à Angres, dans le Pas-de-Calais. Et nous avons attendu, nous sommes restés quelques jours jusqu'au jour où on a frappé brutalement à la porte de la ferme. Et maman et ma soeur sont allées voir, c'était un Allemand en moto, avec une moto. Et tout de suite, maman retourne, je me souviens, ma soeur va derrière. Parce que tout de suite, le bonhomme, belle demoiselle, pour ma soeur, maman, pas derrière. On avait emballé ma soeur. Puis ben, on a constaté que ça n'était pas ce qu'on craignait, qu'ils étaient plus ou moins pacifiques avec les civils, et on a décidé d'essayer de rentrer. On a repris le vélo, on est rentré, et voilà. On était en juin, parce
papa s'est préoccupé, on se rendait compte qu'on allait vers une période difficile au point de vue alimentaire, et les pommes de terre n'étaient pas plantées. Et il n'y avait plus de chevaux. On avait volé les 2 chevaux qui étaient dans les prairies, on n'avait plus de chevaux. Ils ont dû racheter, ils ont dû refaire la maison pour commencer. Je suppose, je ne sais pas s'ils avaient assez d'argent, mais ils auront probablement payé le couvreur en nature. C'était déjà très recherché à la rentrée de l'évacuation. On manquait de tout. Ah oui, ça a été le rush déjà, un peu avant la guerre. Les gens commençaient déjà à acheter du café, un peu plus, du savon. On commençait déjà à faire... oui, ça m'a frappé, déjà avant la guerre, que les gens dans les magasins achetaient déjà pour faire des provisions. Et il y avait des soldats allemands qui étaient Ah oui, il y avait des soldats allemands un peu partout. D'accord. Entre autres, il y en a qui se sont occupés à la maison parce que je me souviens qu'il y avait plein de petits cochons. Il y avait une truie avec 12 petits cochons. Quand on est parti, on avait tout lâché puisque... Et quand on est rentré, et la truie avait été écrabouillée, et il y avait 15 petits cochons. Mais les voisins qui étaient rentrés avant nous rentraient les petits cochons et les soignaient. Et les Allemands, qui ne savaient rien de tout ça, prenaient plaisir à relâcher tous les jours les cochons pour ne pas les laisser. Et alors, je me souviens que les voisins avaient mis une pancarte sur la porcherie, ne plus lâcher les cochons, on les soigne. On a eu deux problèmes, que la peur quand ils prenaient des otages, quand ils étaient contrariés par l'une ou l'autre chose. Ce qui a eu aussi la prise d'otages à Corroy, c'est un avion anglais ou américain, je ne sais pas, qui a été abattu. Mais il a pu descendre en atterrissage forcé, si vous voulez. Et il a disparu très vite. Quand les Allemands sont arrivés, c'était trop tard. L'aviateur avait disparu et il y avait des traces de sang dans la cabine de pilotage. Donc les Allemands ont su que le pilote était blessé, mais qu'il était disparu. Donc ils ont fait des recherches, ils ne l'ont pas trouvé. Et là, on a pris 40 otages dans la Corval-Château. Les plus anciens ont été relâchés assez vite. Donc les plus anciens ont revenu assez vite, mais les plus jeunes, ils les ont gardés plus longtemps. Quand même quelques mois, à mon avis. Ah oui, carrément. Oui, ils ont été relâchés sans trop de dégâts. Ils sont rentrés tous. Comme l'histoire aussi, juste avant la libération, que je vous ai raconté, que nous, on avait assisté à une descente de petits ballons lâchés par des avions. Ce qu'on a trouvé bizarre, ils descendaient tous des petits ballons avec des nacelles. Et à la descente du ballon, la nacelle descendait bien droite. Et aussitôt atterri, le ballon remontait avec la nacelle qui cette fois se balançait, et à une certaine hauteur, le ballon explosait. Et il en est arrivé des centaines à ce moment-là. Et alors, il y en a qui ont atterri dans un terrain de betteraves de mes parents. Et papa est allé voir ce qui s'était passé, pourquoi ce ballon était descendu, pourquoi il était remonté, pourquoi il avait explosé. Alors il s'est rendu compte qu'il y avait un sillage de moto qui était parti de l'endroit où le ballon. Donc les Anglais ou les Américains, je ne sais pas, débarquaient à l'arrière des Allemands. Ils ont débarqué toute une flopée de troupes à l'arrière des Allemands qui nous occupaient ici. Et ça a été à ce moment-là... peut-être au mois de juin, juillet peut-être. Ce que les Allemands ont fait, ils ont obligé tous les fermiers à mettre une pancarte au bord de leur champ, avec la contenance du terrain. Et d'après la récolte qui se trouvait sur le terrain et la contenance, ils taxaient d'office, vous devez livrer autant qui devait partir pour l'Allemagne. Que ce soit froment, surtout les céréales, les pommes de terre, les betteraves, tout était taxé. Il y avait une flopée qui partait pour l'Allemagne. Mais on arrivait toujours à tricher plus ou moins. Vous pouvez aller avec ces timbres acheter même les vêtements. Il fallait des timbres pour aller acheter une robe ou un manteau. Vous n'aviez droit qu'à autant. C'était autant par personne. Mais la viande, je n'ai jamais manqué de rien. Ce que je me souviens, c'est qu'à 10 heures, à la récréation à l'école à Corroy, on
le secours d'hiver, il y avait des gens qui s'étaient instaurés pour essayer d'aider les plus démunis. Ça s'appelait le secours d'hiver à l'époque. Et à 10 heures, le secours d'hiver à l'école de Corois amenait du lait. Je me souviens que ma maman m'avait dit, tu ne prends pas du lait, tu laisses ça aux autres petites filles. C'était logique, hein. On donnait de la farine, mais cette farine était immangeable, comme le savon. Quand on mettait une petite savonnette sur l'eau, elle flottait, hein. Maman avait des cousins qui étaient un peu responsables dans une mine du côté de l'Embussard. Je sais on allait chercher du charbon là-bas parce qu'on refilait un peu de grain aux cousins pour avoir un peu plus de charbon qu'il nous fallait. D'ailleurs, il y a une chanson aussi qui disait ça, pour avoir du charbon, il faut du jambon. Ça, c'était dans le temps aussi. Hein. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que quand j'étais à l'école à Jamblou, à un moment donné, l'école a été occupée par les troupes allemandes. Ils ont accaparé une partie du couvent. Ça, je me souviens qu'on était... Et je me souviens d'un chant qu'on avait fait qui représentait les trois couleurs. Le rouge, jaune et noir, quoi. Il y avait une rangée de filles qui simulaient le rouge, une autre le jaune et une autre le noir. Un peu pour les Allemands, mais tout compte fait, leur drapeau à eux, c'était aussi les mêmes couleurs. Donc, Oui, c'est ça. et puis un petit peu les résistants aussi, qu'il fallait aider au point de vue ravitaillement. Mais on était aidés aussi. Ça, je me souviens qu'il y avait des jeunes hommes que je ne connaissais pas qui venaient charger le fumier avec papa, qui disparaissaient dans la nature. Et puis qui revenaient plus tard avec leur vélo, des porte-bagages, chercher du grain ou chercher de la farine. On a eu les papiers que mon frère qui avait atteint l'âge et papa qui n'était pas encore hors d'âge, ils ont eu des papiers à la fin de la guerre pour se rendre à la Werbestel, c'est ça? Mais maman a mis les papiers dans le feu. Oui, de l'ouvrage dans le mur. Maman a mis les papiers dans le feu et elle l'avait prévenu, il fallait les éloigner en cas de... Et il devait se rendre chez un filleul de maman qui habitait Froid-Chapelle. Et là, il a dit, ne t'inquiète pas parce que tous les jours à la gare, on va en chercher. Chez nous, ici, c'est l'habitude. Tellement il y avait plein d'hommes qui se réfugiaient. C'est beaucoup des bois, hein. Ils se réfugiaient beaucoup. Mais ils n'ont pas eu le temps. Maman a brûlé les papiers, il n'y a pas eu de suite. Ils n'ont plus eu le temps. Le charbon était rationné aussi, hein. Vous aviez droit à autant de kilos de charbon, et pas plus. Oui, mais sinon, il y a des jeunes gens de Sombref qui étaient connus, qui faisaient partie de la résistance. Un moment a été menacé par un collaborateur des Allemands, et c'est un de ces jeunes hommes de Sombref qui a suivi maman. Pour le cas où elle aurait été agressée, il a suivi, et il a dit, s'il la touche, ça va aller mal. Ça, j'ai eu des doutes à ce moment-là, je me suis dit, et après j'ai su que lui et son frère, faisaient partie de la résistance. Je suppose que papa avait dû tricher sur la contenance d'un terrain. Et comme il ne s'entendait pas avec un autre fermier, le fermier a dit qu'il fallait mesurer le terrain parce que la contenance n'était pas la bonne. D'accord. Okay. Alors maman s'est engueulée à la commune, à Tongren, avec le bonhomme. Elle est sortie et lui l'a suivi. Mais M. Colère suivait aussi. Oui, au fur et à mesure que la guerre avançait, les avions qui passaient, c'était terrible. Hein? C'est arrivé plusieurs fois que je me suis couché au bord du fossé. Oui. Je revenais de l'école et j'étais à peu près à la hauteur de la centrale, à Grand-Manille, là. Je me suis arrêté et je me suis couché là. Là, c'était fort. Hein. Il venait vraiment tourner au-dessus de Jamblou et plonger sur Otigny. Oui, ça, je me souviens. Il a été massacré à Otigny, là. Hein. Ce n'est qu'après, quand on a commencé à entendre parler qu'il y avait des résistants, et puis les appels de Londres, on écoutait les radios Londres. Mais on ne pouvait pas. Il y avait des bruitages. Ils faisaient des bruitages pour ne pas qu'on arrive à capter les voix qui venaient de Londres. Hein. Et alors, en plus, avec les Allemands qui parfois passaient sur la chaussée, on écoutait avec l'oreille, mais toujours quelqu'un qui surveillait pour voir s'il n'y avait pas un camion qui arrêtait ou une voiture allemande qui s'arrêtait.
Parce que quand vous étiez coincé en train ils ne voulaient pas qu'on écoute Londres, hein, vous étiez punissable, vous ne pouviez pas. Non, ça, je me souviens. Je me souviens que maman m'a envoyé le jour de débarquement. C'était un 6 juin, papa était en train de commencer à faucher les foins dans une prairie à côté de la ferme. Et maman était là avec son oreille, elle a entendu que... Elle dit, cours vite dire à papa que les Anglais sont débarqués. J'ai couru dire à papa que... Puis ben, on s'est dit, ça y est, on va encore... le temps qui repasse et que les autres arrivent, on va encore être pris coincés entre les deux, hein, entre les deux armées. Ce qui fut vrai, on a été coincés, mais moins qu'en 40. Ici, c'était quand même des libérateurs, tandis qu'en 40, c'était l'inverse. C'était les envahisseurs. Il était plus hargneux, et puis il cherchait déjà de la nourriture. Quand il voyait une petite ferme ou quoi, il quand même venait frapper et demander si on avait des œufs ou si on avait du lard, ou il cherchait déjà. Ils avaient déjà des problèmes de ravitaillement à partir du moment où il y a eu le débarquement, les Allemands ont commencé à chercher. Et puis après, ils ont cherché des moyens d'évasion. Un cheval, un vélo, une charrette, un chariot, ça c'était la débâcle alors. Ils ont pris le vélo de ma soeur, ils avaient pris le mien, mais ils se sont chamaillés à propos de mon vélo que maman leur a repris et l'a rentré ailleurs. Donc ils n'ont su prendre que celui de ma soeur. Le mien, je l'ai gardé, mais celui de ma soeur était nouveau et le mien était déjà usagé. Et puis ils prenaient les cheveux aussi. De nouveau, on nous en avait déjà pris 4-5. Déjà l'armée belge en 1939, et puis les Allemands pendant la guerre. Hein. On avait déjà été prudents parce qu'on savait ce qui allait se passer, on s'était rendu compte de ce qui allait se passer. Et ce que beaucoup de fermiers avaient fait, en tout cas chez moi on l'avait fait, on avait enlevé une roue au chariot. Et on a gardé les chevaux dans les champs pour ne plus rapprocher de la chaussée avec les chevaux, pour ne pas qu'on les prenne. Mais mon cousin, la ferme plus haut, était plus malin. Il était astucieux, lui. Quand les Allemands ont voulu entrer dans les écuries pour prendre les chevaux, tous les chevaux avaient des couvertures. Et quand les Allemands sont arrivés, mon cousin leur a dit typhus. Du coup, ils ont battu en retraite. C'était le 4, après 4 heures. Ici, ils sont arrivés après 4 heures. Je crois que son bref n'a été libéré que le 5. Le 5 au matin. Ah ben, nous, ça a été le 4 après 4 heures. Mais ils n'ont pas poursuivi. Ils n'ont pas rejoint Jean-Blou, par exemple. Ils n'ont pas libéré Corval-Château, qui est le premier village après nous. Ils ont contourné, ils ont pris un chemin de traverse, qui est plus ou moins un chemin de campagne, et ils ont rejoint la chaussée de Namur. Le lendemain, au matin, il y en a 2, 3 qui sont partis vers Jean-Blou pour fêter l'événement qu'on était libérés. Mais Jean-Blou n'était pas libre. Tongrin était libéré, mais pas Jean-Blou. À l'entrée de Grand-Manel, on les a abattus. Hein. Moi, je me souviens du premier, le tank, il s'est arrêté hein, à la ferme, le premier tank américain. Il est entré sur le trottoir et on a parlé, je ne sais plus, ce qu'il m'a donné des chewing-gums ou je ne sais quoi, ou un morceau de chocolat, je ne sais plus. Je sais que j'ai eu quelque chose, mais je ne sais plus ce que c'était. On a fêté, quand le tank est arrivé, s'est arrêté, on a festoyé avec eux. Mais seulement, les Allemands avaient quand même essayé d'organiser une résistance. Il y avait un tank allemand à la libération à chaque pignon de maison. Il y en avait un chez Alouin, il y en avait un chez moi, il y en avait un chez Ossor à côté, il y en avait un, c'était Fernand Hublet plus loin. Chaque fois, il y avait un tank allemand qui attendait les Américains le jour de la libération. Mais alors, ils se sont rendus compte que c'était peine perdue. Et ils se sont enfuis et ils ont jeté des explosifs sur leur tank pour ne pas que les Anglais... Donc ils ont incendié leur tank avant de partir et je suppose que c'est eux qui se sont réfugiés dans le Bois-Jean, plus ou moins. Il a fallu 1945 pour qu'on se sente mieux. Que le ravitaillement se rétablisse tout doucement, les cartes de ravitaillement, il fallait chaque fois découper des terres pour aller au magasin. On a fait les fêtes de la victoire. Oui. Il y a eu chaque fois des corsos fleuris ou un peu carnaval, il y avait des cortèges de chars. Elle avait 3-4 ans quand il est parti. Et il est revenu qu'en 1945. Elle a des colonistes blancs, elle parlait wallon à l'époque, ma Paulette. C'était son grand-père qui l'avait élevé et sa maman voulait qu'elle ait embrassé son papa, mais elle ne voulait pas.
Qu'on ne sait pas, 5, 6 ans sans le voir à cet âge-là. Ça frappe aussi, hein, qu'elle ne voulait pas aller voir son papa. Je me souviens très bien d'avoir failli rouler trop près de 2 soldats qui étaient tués et que papa m'a dit « Attention, ils dorment, ne les réveille pas ». J'ai su après, longtemps après, qu'en fait, ils étaient morts.